Imaginez une carrière fulgurante dans la finance quantitative où chaque étape vous rapproche d'une élite secrète, mais seulement pour découvrir une vérité stupéfiante sur le véritable pouvoir du marché. Restez jusqu'à la fin pour percer le mystère du fond médaillon. Les chiffres sur votre tableau noir ne sont pas des cours boursiers, ce sont des preuves. Vous avez 23 ans, vous gagnez 48 000 $ par an et vous n'avez jamais travaillé un jour dans la finance. C'est précisément pour cela qu'ils vous veulent. Premier niveau, l'étudiant en doctorat. Le programme dure 5 ans, parfois 6, en mathématiques, statistiques ou physique, dans une université dont le nom compte. Le MIT, Princeton, Stanford, Chicago, Caltech. La bourse est comprise entre 48 000 et 65 000 $ par an. Les frais de scolarité sont annulés et l'assurance santé couvre l'essentiel. Dans la ville où se déroule votre programme, cette bourse signifie un colocataire et un budget que vous cessez de réviser après le 4e mois, car cela ne sert à rien. Votre travail consiste à prouver des choses, pas à construire des modèles, ni à générer quoi que ce soit de mesurable en termes trimestriels. Il s'agit de prouver. Pour maintenir votre financement, vous enseignez le calcul de premier cycle 2 jours par semaine. Votre véritable travail se situe à la frontière de 2 domaines qui ne partagent pas encore le même vocabulaire. Cette frontière, c'est votre thèse. 2e année, votre premier article publié, un résultat en processus stochastique, précis et circonscrit. Il sera cité par 14 autres articles au cours de la prochaine décennie, la plupart dans des domaines où vous n'avez jamais travaillé. Vous ne suivrez pas ces citations. 3e année, la thèse commence à prendre forme. Vous connaissez la réponse avant de pouvoir la prouver. L'écart entre savoir et prouver est là où vous vivez. Cela vous occupe d'une manière qui semble à la fois totale et normale. 4e année, une conférence à Boston. Vous présentez le premier chapitre de votre thèse. 40 personnes dans la salle. 36 sont des universitaires. 4 ne le sont pas. L'un d'eux vous trouve pendant la pause café. Il vous tend une carte, sans nom de société, juste un nom et un courriel. Il dit avoir lu votre prépublication sur les structures de chaînes de Markov en haute dimension et l'avoir trouvée intéressante. Il utilise ce mot comme quelqu'un qui veut dire quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à exprimer directement. Vous lui envoyez un courriel le soir même. Le premier appel arrive 2 semaines plus tard. Il vous interroge sur vos recherches, votre calendrier de soutenance, si vous avez réfléchi aux applications dans des environnements où les distributions de bruit ne sont pas gaussiennes. Vous dites que non. Vous dites oui quand même. Vous ne connaissez pas le nom de la société. Vous ne savez pas ce qu'elle gère, ce qu'elle négocie, combien de personnes y travaillent. Vous savez seulement que quelqu'un en dehors du monde universitaire a lu votre travail et estime qu'il mérite un appel téléphonique. Vous êtes dans ce bâtiment depuis 4 ans. Cela n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Votre soutenance est dans 7 mois. La carte est dans votre portefeuille. Vous retournez à la preuve. Ce que vous ignorez encore, c'est que vous avez passé le premier filtre 3 mois avant de savoir qu'il y en avait un. L'appel n'était pas une introduction. C'était une évaluation. Il y en aura 6 autres avant que quiconque n'utilise le mot « offre ». 2e niveau, le chercheur quantitatif junior. Il y a eu 6 autres appels. Puis 2 jours d'entretien sur place, des problèmes de probabilité, une session de combinatoire de 90 minutes, une salle où un chercheur senior vous a remis une dérivation inconnue et a observé comment vous vous en sortiez quand la réponse n'était pas là. Vous avez réussi la majeure partie. Ils ne vous ont pas dit combien. L'offre est arrivée 3 semaines plus tard. L'un des noms que vous avez appris à prendre au sérieux. Tout Sigma, D.E. Shaw, Citadel. L'une de ces sociétés systématiques qui traitent un doctorat en mathématiques comme Goldman Sachs traite un MBA de Wharton. La rémunération totale pour la première année est de 420 000 $. Salaire de base, 180 000 $. Prime à la signature, 80 000 $. Prime de performance garantie, 160 000 $. Vous vérifiez le chiffre 3 fois. Vous encaissez le chèque de signature et ressentez quelque chose proche de l'incrédulité. Puis rien, car ce chiffre n'a pas encore de cadre de référence. Vous avez 27 ans. Le bureau compte 20 chercheurs gérant 6 milliards $. Pas d'open space, pas de haut-parleurs bruyants, pas de bourdonnement. Des gens à leur bureau avec 2 écrans et des carnets ouverts à côté des claviers. Le silence ressemble à celui d'une université. La production, non. Votre travail consiste à trouver des signaux. Un signal est un modèle statistique dans les données qui prédit le mouvement futur des prix avec un avantage qui survit au coût de transaction et se dégrade suffisamment lentement pour être déployable. Cette définition semble claire. Le travail ne l'est pas. Vous passez les 3 premiers mois à lire la littérature académique sur les modèles factoriels, l'approvisionnement en données alternatives, la microstructure du marché,
les cadres de prime de risque. Vous annotez tout. Personne ne vous l'a demandé. Vous le faites parce que ces annotations sont la façon dont vous construisez la carte de ce qui a déjà été tenté et a échoué. Votre première note de signal prend 3 semaines. Imagerie satellite de l'occupation des parkings de détail corrélée aux surprises des ventes à magasins comparables. Ratio de Sarpe retrospective de 1,4. Vous la présentez en 11 minutes. Le gestionnaire de portefeuille lit le résumé d'une page en 4 minutes. Il dit un mot, passe. Aucune explication. Vous passez 2 jours à essayer de trouver où cela a échoué. Vous ne trouvez jamais. Votre deuxième note. Un modèle de volatilité dans les paires de devises pendant les 15 minutes suivant les fenêtres de communication de la Banque Centrale Européenne. 12 semaines de travail. Le gestionnaire la lit. Il dit « intéressant ». Vous apprenez plus tard que « intéressant » est le meilleur mot qu'il ait dit à un chercheur en 6 mois. Le signal est intégré au portefeuille. Il tourne en direct pendant 90 jours. Il tient hors échantillon. Vous n'apprenez jamais ce qu'il génère en bénéfices et pertes. Personne ne vous le dit. Poser la question signalerait que vous n'avez pas encore compris qui possède quoi. À la fin de la 2e année, quelqu'un mentionne un chiffre lors d'un déjeuner d'équipe, comme on mentionne quelque chose qui ne nécessite pas de contexte. Un signal qu'un chercheur a écrit il y a 4 ans tourne toujours dans le portefeuille. Alpha cumulé généré, 340 millions de dollars. Le chercheur est parti après 2 ans. Il est maintenant dans une université en Californie, écrivant des articles académiques. Son signal tourne toujours. Il continuera de tourner. Il tournera même après sa mort. Vous ne dormez pas bien cette nuit-là. Vous n'avez pas peur. Vous faites de l'arithmétique. 3e niveau, le chercheur scientifique. L'arithmétique s'est transformée en quelque chose sur lequel vous pouviez agir. Le signal est permanent. Vous ne l'êtes pas. Cette asymétrie n'est pas une menace. C'est une description de poste. Vous avez 30 ans. Votre rémunération totale cette année est de 780 000 dollars. Le chiffre est réel et vous avez cessé d'y prêter attention. Ce qui compte, c'est ce que vous construisez. Vous possédez maintenant une stratégie, pas un signal. Un cadre, une structure systématique qui négocie sur 44 instruments dans 3 classes d'actifs, combinant 31 signaux individuels sous un modèle de risque unifié. Vous n'avez pas écrit les 31 signaux. Certains ont été initiés par des chercheurs partis. Vous avez hérité de leur code, testé leurs hypothèses, trouvé ce qui n'était plus vrai et reconstruit de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la recherche. C'est plus proche de l'archéologie. La tension centrale à ce niveau est la capacité. Votre signal le plus performant a un plafond de 200 millions de dollars de capital déployable. Au-delà de ce seuil, les positions sont suffisamment importantes par rapport à la liquidité disponible pour que le signal commence à déplacer le marché qu'il tente de négocier. L'avantage se cannibalise. Vous avez passé 4 mois à construire quelque chose avec un plafond théorique qui limite son utilité pour la firme. Vous le présentez honnêtement. Le gestionnaire de portefeuille hoche la tête une fois. Vous retournez à votre bureau et recommencez. Les heures ne sont pas brutales comme celles de la banque. Vous travaillez 60 heures par semaine par choix, non par obligation. La pression est intérieure. 6 mois peuvent s'écouler où chaque hypothèse que vous testez échoue hors échantillon. Le marché change sa structure de régime et les signaux qui fonctionnaient dans la configuration précédente cessent de fonctionner dans celle-ci. Le travail recommence. Vous rédigez un article pour une conférence de recherche interne. C'est le meilleur travail technique que vous ayez produit. Personne en dehors de ce bâtiment ne le lira jamais. Puis un recruteur appelle. Non pas pour un rôle de chercheur, mais pour un poste de gestionnaire de portefeuille au sein d'un fonds multigestionnaire avec 11 milliards de dollars sous gestion. Il dit que vous gériez votre propre portefeuille, vos propres signaux, vos propres décisions d'allocation de capital. Vous demandez combien de capital. Il répond que cela dépend de ce que vous apportez. Vous ne le rappelez pas pendant 3 semaines. Quand vous le faites, vous lui dites que vous n'êtes pas prêt. C'est vrai. Vous savez exactement ce dont vous avez encore besoin avant que « prêt » ne signifie quelque chose dans un contexte où le marché donne la note, et cette note est permanente. 3 années de plus, vous vous dites. 3 années de plus pour construire quelque chose avant de parier dessus. 4e niveau, le chercheur senior. 3 ans plus tard, vous avez 33 ans. Votre rémunération totale cette année est de 1,4 million de dollars. Vos signaux tournent au sein de 14 stratégies actives. Vous n'avez pas écrit les 14, mais vous les comprenez toutes. Vous savez lesquelles sont fragiles, lesquelles sont robustes, lesquelles dépendent de conditions de microstructure qui pourraient changer avec une seule annonce réglementaire.
Vous portez la carte dans votre tête car la consigner dans un seul document créerait un problème de sécurité que la firme prend très au sérieux. La conversation sur l'accord de non-divulgation a eu lieu à nouveau le printemps dernier. Pas les documents d'intégration, une version différente. Les avocats de la firme, une petite salle de conférence, 2 heures. Chaque carnet, chaque modèle, chaque ligne de code, chaque signal que vous avez développé ici appartient à la firme. Si vous partez, vous ne pouvez pas travailler dans le trading systématique pendant 2 ans. Vous ne pouvez pas discuter des méthodes de la firme, des sources de données, de l'architecture des signaux ou de la logique de construction de portefeuille de manière à ce qu'elles puissent être identifiées comme provenant d'ici. Vous avez signé sans lire au-delà de la 3e page. Les termes n'étaient pas surprenants. Ils étaient la structure même. Ce que vous comprenez à ce niveau que vous n'auriez pas pu voir plus tôt, l'alpha n'est pas dans les signaux. Il est dans la combinaison. La façon dont 31 signaux interagissent à travers un modèle de risque à travers différents régimes. La structure de corrélation qui maintient tout le système ensemble. La couche de construction de portefeuille est là où réside la véritable intelligence, et c'est la partie de la base de connaissances de la firme qui est la moins portable, la plus collaborative et la plus difficile à reconstruire ailleurs. Vous avez été dans la salle où cette couche est discutée. Vous en comprenez suffisamment pour être dangereux. C'est pourquoi cette conversation a également eu lieu. Le gestionnaire de portefeuille s'est approché de votre bureau un mardi après-midi et a dit qu'un portefeuille s'ouvrait. Votre propre capital, vos propres signaux, 10% des profits générés. Il a prononcé ce chiffre sur le même ton que quelqu'un qui lit un panneau d'affichage des départs. Vous avez demandé une semaine. Vous avez passé cette semaine à construire le cadre de risque que vous alliez gérer. Pas les signaux, vous les avez. Mais les règles de réduction des pertes, les protocoles de détection de régime, les procédures d'escalade lorsque les hypothèses du modèle sont violées plus rapidement que le modèle ne peut se mettre à jour. Vous vous êtes donné 6 jours pour trouver une faille structurelle à laquelle vous ne pouviez pas répondre. Vous n'en avez pas trouvé. Le 7e jour, vous êtes retourné à son bureau et avez dit oui. 5e niveau, le gestionnaire de portefeuille. Vous avez 36 ans. Vous gérez 800 millions de dollars. Pas conseiller, pas soutenir, pas contribuer au portefeuille de quelqu'un d'autre. Giro. Le salaire de base est de 200 000 dollars. Ce chiffre était significatif au niveau 2. Ici, c'est le coût fixe de l'arrangement, 10% des profits. Dans une bonne année, votre portefeuille rapporte 16% sur le capital. Cela représente 128 millions de dollars en bénéfices et pertes. Votre part est de 12,8 millions. Dans une année exceptionnelle, c'est plus. Dans une mauvaise année, le salaire de base vous soutient et rien d'autre. Personne ne vous gère. Personne ne révise vos notes. Chaque matin, le terminal s'ouvre et les positions se mettent à jour. Et cette mise à jour est un verdict sur votre pensée. Vous avez perdu 31 millions de dollars sur 9 jours de trading en février, lorsqu'un régime de volatilité a changé plus vite que la matrice de corrélation ne l'avait anticipé. Votre estomac ne se noue plus. Cette réaction a cessé au 7e mois. C'est un chiffre avec le mauvais signe qui nécessite une séquence spécifique d'actions correctives. Vous réduisez les positions. Vous documentez l'échec des hypothèses du modèle. Vous mettez à jour le cadre. Vous retournez au travail. Vous avez raison 52% du temps dans cette industrie. Cela vous rend exceptionnel. Les 48% restants vous maintiennent humble. L'isolement est réel, d'une manière à laquelle rien ne vous avait préparé. Au niveau de la recherche, vous aviez la boucle de rétroaction d'une équipe, du bureau d'un gestionnaire de portefeuille, d'une conférence interne. Ici, il n'y a que la position et le verdict quotidien du marché. La position est une hypothèse. Le marché en est le juge. Vous faites cela depuis 4 ans. Vos signaux ont résisté à 2 régimes de taux. Un événement de crédit, une compression de volatilité soutenue qui aurait dû dégrader 3 de vos stratégies et ne l'a pas fait. La machine est véritablement la vôtre. Les résultats sont réels. Et puis, lors d'une conférence à New York à laquelle vous avez failli ne pas assister, un chercheur qui a quitté l'une des maisons systématiques d'origine il y a 9 ans dit quelque chose de manière désinvolte lors d'un panel. Il mentionne un chiffre, non pas comme une vantardise, mais comme un fait que la salle connaît déjà et a simplement accepté. 66% de rendement annuel brut moyen depuis 1988, soit 36 ans, 0 année de perte. Vous connaissiez déjà le chiffre. Ce à quoi vous n'étiez pas préparé, c'était la façon dont la salle l'a reçu. Personne ne s'est penché en avant. Personne n'a demandé comment. Le chiffre a été accepté comme une constante physique est acceptée, comme un fait sur le monde dans lequel vous opérez et que vous ne pouvez pas changer. Vous ruminez cela pendant tout le vol de retour. Le tournant final, 66% pendant 36 ans, ce n'est pas un chiffre que l'industrie des fonds spéculatifs a produit.
C'est un chiffre que l'industrie des fonds spéculatifs n'a pas réussi à expliquer pendant 36 ans et à accepter comme permanent. Le fonds Médaillon n'est pas un fonds dans lequel vous pouvez investir. Il n'a pas accepté de capital extérieur depuis 1993. Le dernier investisseur externe a été racheté en 2005. Depuis lors, le fonds n'accepte que l'argent des employés, plafonné à 10 à 15 milliards de dollars, pour préserver son avantage. Les 400 chercheurs d'East Setauket, New York, ne se battent pas pour y avoir accès. Ils en font partie. Chaque amélioration que l'un d'eux apporte au modèle accroît leur propre richesse, car ils sont tous investis dans le même fonds. La structure d'incitation est l'architecture. L'architecture est l'avantage. Les accords de non-divulgation qu'ils signent ne sont pas ceux que vous avez signés. La restriction n'est pas de 2 ans dans des rôles similaires. Elle est permanente et couvre des catégories d'informations suffisamment larges pour que quitter la firme exige de laisser derrière soi non seulement les signaux spécifiques, mais aussi le cadre de pensée sur les marchés que la firme a passé 4 décennies à construire chez ses chercheurs. Vous ne verrez jamais le modèle. Il n'y a pas de conférence où il est présenté. Il n'y a pas d'article publié. Les chercheurs qui ont construit les signaux fondamentaux ne sont pas des célébrités. Certains d'entre eux sont morts il y a une décennie. Leurs signaux continuent de tourner. Le modèle a intégré leur travail et a continué sans eux, car le modèle ne dépend pas des personnes qui en font partie. C'est le système. Le système est conçu pour survivre à ses composants. Chaque fonds systématique que vous avez étudié, chaque signal que vous avez construit, chaque cadre que vous avez développé au cours de 15 années de recherche est une approximation locale de quelque chose qu'ils ont résolu globalement avant même l'existence d'Internet. Vous n'échouez pas à atteindre Médaillon. Vous n'avez jamais été dans la course. La course s'est terminée avant que vous ne compreniez ce que gagner exigerait. Quelque part à East Setauket, dans un bâtiment qui ne divulgue pas son adresse, un chercheur qui n'est pas parti depuis 21 ans exécute un nouveau test sur un ensemble de données qui n'a pas encore de nom dans la littérature académique. Le résultat sera intégré à un modèle que vous ne verrez jamais. Le modèle fonctionnera pendant des décennies après son départ. Plusieurs signaux le font déjà. Votre terminal indique l'ouverture de la session asiatique. Les positions se mettent à jour. Vous vérifiez la matrice de corrélation, examinez le rapport de risque de la nuit, recherchez les signaux approchant leur limite de régime. La machine que vous avez construite est réelle. Les résultats sont réels. Le travail est réel. Ce n'est pas non plus la meilleure machine. Cela n'a jamais été la meilleure machine. Vous retournez au travail.